Bonjour à tous, on commence un nouveau chapitre qui va vous rappeler des petites choses puisqu'on va parler d'arithmétique. Donc c'est la partie 2 de l'arithmétique qui, vous allez voir, est la plus, disons, la plus dense, et c'est là où il y a le plus de choses, et en même temps la plus centrale, enfin non, c'est pas le mot, enfin celle où il y a le plus d'exercices qui peuvent être différents avec pas mal de variétés hein, sur ce qu'on peut vous demander. Voilà. La partie 3 sera, elle aussi, en fait, hein, elle apportera des choses, mais vous verrez que dans la partie 3 on abordera quand même une notion que que vous connaissiez pardon, déjà, et en plus, ça sera un petit peu moins longue. Donc voilà, du coup, la partie 2 c'est quand même, disons, le noyau hein, de cette notion d'arithmétique cette année, cette partie-là du programme. Donc, alors, ce qu'on va faire dans ce tuto-là, c'est le grand 1. J'espère que vous avez pu récupérer le cours. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, je vous donnerai une version imprimée, bien sûr. Mais sinon, il était sur le drive. Donc, le grand 1 s'appelle PGCD. Et là aussi, vous n'êtes pas forcément tous égaux au départ, parce que j'ai fait d'ailleurs un petit sondage hein, avec le groupe que j'avais cette semaine. Et certains savaient déjà ce que c'était, certains non. C'est pas très grave, vous pourrez leur demander, ça change pas grand-chose, parce qu'en fait, je vais tout vous réexpliquer. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être parmi vous qui savent déjà ce qu'on appelle le PGCD. Alors, PGCD, je vais faire un petit exemple à côté, c'est tout simplement plus grand commun diviseur. Donc chaque mot a son importance. Alors, plus grand commun diviseur, entre quoi? Entre deux nombres, tout simplement, entre deux entiers. Donc si je prends par exemple, allez, 28 et, euh, et 16. Voilà, je prends 28 et 16. Donc, qu'est-ce que je vais appeler le PGCD? Déjà, c'est un diviseur, et c'est pas n'importe lequel. C'est un diviseur qui est commun aux deux nombres et qui est le plus grand possible. Donc déjà, première remarque, forcément, il sera positif, puisque on est bien d'accord qu'un nombre a des... Enfin, tous les diviseurs qu'il a en positif, il les a aussi en négatif. Mais si je veux le plus grand, forcément, il va forcément être positif, puisqu'il a les deux. Hein. Donc déjà, le PGCD, le plus grand commun diviseur, est forcément un nombre positif. C'est donc un diviseur positif, et c'est le plus grand. Du coup, une manière, disons, naïve de voir les choses, et c'est justement ceux qui ont pu en parler, en général, c'est plutôt en collège, et vous l'avez plutôt fait comme ça, enfin pas seulement, vous avez aussi, certains peut-être parlé d'Euclide, on va en parler après, mais en tout cas, la manière la plus intuitive, hein, c'est simplement d'écrire les diviseurs de l'un, les diviseurs de l'autre, donc on va le faire. Alors, diviseur de 16, j'ai 1, 2, 4, 8 et 16. Je pense que je n'en oublie pas, ça. Et les diviseurs de 28, 1, bien sûr. Oui, j'ai pas écrit diviseur positif, hein, bien sûr. Je vous ai dit, comme on cherche un positif, tant qu'à faire, je ne vais pas à chaque fois m'embêter à écrire les négatifs. Mais bon, voilà. Là, évidemment, j'ai occulté les négatifs dans ma liste. Donc, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 7 et j'ai 14. Il m'en manque ou pas? Oui, non, c'est bon. 4, 7, 14 et 28. Voilà. Donc évidemment, pour n'importe quel nombre, il va y avoir quelque chose qui va forcément apparaître, c'est 1 et évidemment le nombre lui-même. Après les autres, bon, forcément, ça dépend des nombres. Alors là, donc si je regarde déjà les diviseurs qui sont communs, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 4 et c'est tout. Et donc si je veux le plus grand, eh bien ça va être ici au niveau de 4. Donc là, tout simplement, bon, comme ce sont des nombres petits et assez simples, pas forcément besoin de quelque chose de plus technique pour trouver le PGCD. Vous voyez comment j'ai noté un PGCD, parenthèse 16,28, ça veut dire plus grand commun diviseur entre ces deux nombres-là, et 4. Voilà, donc voilà à quoi on va s'intéresser, et on va en parler tout le long du chapitre de cette notion-là. Elle est particulièrement importante en arithmétique, elle a beaucoup d'applications, et même dans le monde moderne, hein, parce qu'on a tendance à penser que les maths sont un petit peu d'un âge ancien, pas du tout. Surtout tout ce qui est arithmétique, algorithmique, etc., sont quand même mais pas seulement, hein, tout ce qui est analyse numérique aussi, équation différentielle aussi, enfin ce sont des parties, enfin des maths, en fait quasiment tout d'ailleurs, hein, mais en tout cas ces notions-là sont quand même assez récentes dans l'histoire des maths, et enfin Euclide c'est ancien, mais les applications, je veux dire, de tout ça, ils sont très utilisés dans beaucoup de domaines aujourd'hui, scientifiques et autres, notamment dans le domaine de la sécurité informatique, des choses comme ça.
Bref, donc on va développer plein de choses qu'on peut trouver autour de ça. Alors déjà, on va écrire quand même cette histoire-là là, de PGCD. Alors, on part de deux nombres A et B qui sont deux entiers relatifs, non nuls, bon, pour des considérations, on va voir après, et puis surtout parce que si je prends un des deux qui est nul, le problème c'est que 0 il se divise par tout le monde. Donc qui voulez-vous prendre comme plus grand? L'infini? Et l'infini n'est pas un nombre. Voilà. Donc on est un peu obligé d'enlever 0 pour pouvoir avoir une définition du PGCD qui soit cohérente. Parce que, voilà, je vous répète, 0 a une infinité de diviseurs, hein, donc forcément on va avoir du mal à trouver le plus grand. Donc on les prend non nuls, mais quand même relatifs, ils peuvent être négatifs. Et on verra qu'en fait, ça pose aucun problème. Cette histoire-là, négatif ou positif, c'est pas ça qui va poser problème. Alors, donc on y va. Je vais écrire plutôt comme ça. Donc le plus grand commun diviseur à A et B, le plus grand commun diviseur, on devrait dire diviseur commun, hein, mais bon. Bon, je passe, mais voilà, il y a des correspondances après avec l'anglais aussi. Bon, bref, on est resté sur le plus grand commun diviseur à A et B. Et noté, enfin, est appelé, on va commencer par là, est appelé, c'est carrément devenu un nom, hein, au-delà de l'acronyme. Voilà, maintenant, le PGCD, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps. Donc, est appelé pardon, PGCD de A et B. On le note PGCD parenthèse A point virgule B, ou bien on peut aussi l'écrire dans l'autre sens, ça ne change rien. Le plus grand commun diviseur à A et B, c'est aussi le plus grand commun diviseur à B et A, et vice versa, évidemment, ça ne change rien. Donc tant mieux pour vous, l'ordre dans lequel vous écrivez les nombres n'est pas important du tout. Alors, une petite conséquence. Donc là aussi, je vais reprendre mon exemple. Imaginons que je prenne donc PGCD de 28 et de 14. Alors, je vous laisse imaginer, à la place de 16, on met 14. Bon, comme diviseur, j'ai 1, 2, 7 et 14. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher les diviseurs? C'est ça, moi, qui m'intéresse un peu plus. J'ai 28 et 14. Je pense que ça apparaît assez vite à vos yeux que 14 divise 28. Ce qui veut dire que 14 est carrément parmi les diviseurs de 28. Donc si je veux le plus grand qui soit commun aux deux, forcément, je vais prendre 14. Je ne peux pas trouver plus grand que 14 qui divise 14. Donc le plus grand possible, c'est 14, et justement 14 divise l'autre. Donc il est bien commun aux deux. Et donc là, le PGCD, je n'ai pas besoin d'écrire la liste, comme 14 divise 28, c'est 14. Et bien justement, c'est ce qu'on va écrire. Du moment où vous avez un nombre qui divise, enfin B qui divise A par exemple, ou oui c'est ça, vous allez obtenir comme PGCD B, et vice versa. Si jamais le PGCD de A et B c'est B, ça veut dire que B divise A. Mais bon, ça forcément, puisque le PGCD c'est un diviseur de A. Donc si vous trouvez B, c'est qu'il va diviser aussi A. Pas si vous m'avez suivi. Et donc ça va bien dans les deux sens. Après, on fera juste attention aux signes, parce que si j'avais mis ici moins 14, ça serait quand même 14. Donc on fait attention, hein, c'est pas toujours B, en fait c'est valeur absolue de B exactement. Puisque je rappelle que le PGCD est censé être positif, puisqu'on veut le plus grand diviseur possible, commun aux deux. D'ailleurs, en tant que j'y suis, parce que je ne crois pas que je l'ai écrit après dans le cours, on est bien d'accord que moins 14 et 14 ont les mêmes diviseurs. Donc PGCD de 28 et moins 14, c'est bien le même que PGCD de 28 et 14. Donc nous, quand on tombe sur des choses comme ça, en fait, en général, on ne s'embêtera pas à garder le négatif. Pardon, excusez-moi. Oui, je vérifiais juste que ça fonctionnait. Oui, pardon, on ne s'embêtera pas à garder le négatif. On écrira directement, en fait, on l'écrit à chaque fois dans sa version positive. Au moins, on n'a pas de... plus aucune interrogation, on fonctionne toujours avec des positifs à l'arrivée, quoi. Quand on a des nombres, on verra que bon, des fois on a des lettres, c'est un peu plus, ça peut être moins simple que ça, mais enfin bon, l'idée, on ne sera pas jamais trop embêté à cause de ça. Donc, bref, tout ça pour donner donc la conséquence. Si PGCD de AB égale valeur absolue de B, justement, ça veut dire que B divise A. Et vice versa. C'est pour ça qu'il y a une double flèche, c'est une équivalence. Donc dire que B divise A, c'est aussi dire que le PGCD entre A et B, c'est B, ou valeur absolue de B.
voilà, où B est un diviseur de A. Enfin bref, vous l'écrivez comme vous voulez, hein. Alors du coup, si on fait un exemple, justement, PGCD de 30 et de 12, bon, on va le faire rapidement, je pense que vous avez compris l'idée. J'écris, pour l'instant, j'ai pas mieux. Après, on va développer une technique plus systématique, plus algorithmique pour trouver les PGCD. Pardon. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Alors, diviseur de 30, donc j'ai positif, hein, je précise là quand même. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, non, pardon, pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, j'ai 10. Ensuite, j'ai 15 et j'ai 30. Voilà mes diviseurs de 30. Ensuite, mes diviseurs de 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Donc, qu'est-ce qui est commun là-dedans? Eh bien, j'ai 1, 2, 3 qui sont communs, 6 aussi, et c'est tout. Donc, le plus grand, c'est 6. Donc là, je peux dire que PGCD de 30 et de 12, c'est 6. Très bien. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc maintenant, justement, on va essayer de développer une technique qui nous permette, une technique entre guillemets, une technique, enfin un raisonnement en fait, hein, c'est un raisonnement qu'il y a derrière quand même, hein, qui nous permette de déterminer aussi des PGCD plus compliqués. Parce qu'imaginez que je vous demande PGCD entre, je sais pas moi, 2512 et 530. Bon, pas si simple quand même. Vous allez peut-être pas vous amuser à écrire la liste des diviseurs de 2512 et de 530 et après comparer, etc. Un ordinateur, à la limite, pourrait le faire, mais bon, même pour lui, ça va être assez laborieux si on ne lui donne pas quelque chose de plus efficace. Selon le nombre qu'on fournit, enfin les nombres qu'on fournit, ça peut être très compliqué. Donc on va justement, nos ancêtres, parce que Euclide, ça remonte quand même à longtemps, hein. On était avant Jésus-Christ, donc c'est assez loin. Donc, Euclide a justement remarqué des choses. Alors, ça s'appelait pas PGCD, mais disons que nous, après, on l'a traduit, on l'a interprété comme ça. Donc, il s'est fait des remarques au niveau du reste, etc. Enfin, on va l'écrire, hein, au niveau des écritures, des nombres et des communs diviseurs, du coup, qu'il peut y avoir entre eux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on écrive déjà ce qu'on est censé donc mettre là dans notre lemme, et ensuite on va le démontrer. La démonstration, vous verrez, hein, elle est pas forcément difficile, mais il y a des lettres de partout. Donc ça commence à ressembler à des démonstrations vraiment qu'on peut avoir dans le supérieur, avec enfin des vraies démonstrations, quoi, hein, des choses quand même un peu plus techniques. Mais en termes de raisonnement, on verra que finalement, ça n'utilise pas tant de choses que ça. Donc bon, ça devrait quand même bien se passer. Alors, que va nous dire ce lemme et pourquoi il va être intéressant? Avant de vous faire remplir ça, je vais juste vous montrer quand même ce que ça peut, à quoi ça va pouvoir nous servir. Par exemple, si je vous mets, je vais prendre des nombres un petit peu plus gros sans les prendre trop grands. Par exemple, 122 et j'en sais rien, moi, allez, 12. Voilà. Je n'ai pas pris quelque chose de très transcendant non plus, mais enfin, peu importe. Donc voilà, imaginons que j'ai ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir dire, ok, mon 122, je vais faire sa division euclidienne par 12. Vous vous rappelez, ça, on l'a vu, ça. Mais on verra que ça ne marche pas que en termes de division euclidienne, hein. Mais en tout cas, je vais l'écrire en fonction de 12. Bon, là, tant qu'à faire, on va au plus efficace, on fait la division euclidienne. Donc, dans 122, pardon, il y a 120, donc 12 fois 10, plus 2. Donc voilà ma division euclidienne. Et bien là, grâce au lemme d'Euclide, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire, ah, très bien, dans 122, j'ai 12 fois 10 plus 2. Eh bien, ça veut dire que le PGCD entre 122 et 12, ça va être le même que le PGCD entre, il va y avoir un transfert en fait du PGCD, entre 12 et 2. C'est-à-dire que je garde le diviseur, pardon, et je prends le reste. Bon, justement, on va démontrer pourquoi ça marche, mais vous voyez que c'est assez puissant, parce que du coup, je me retrouve avec quelque chose d'assez facile. En plus, 2 divise 12, donc il n'y a pas 50 tergiversations à faire. Ça fait 2, d'après la remarque qu'on a fait tout à l'heure, justement. Le plus grand commun diviseur entre 12 et 2, c'est 2. Et c'est terminé. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. C'est quand même beaucoup plus rapide que si j'avais écrit la liste des diviseurs, etc. Voilà. La question, c'est pourquoi ça marche, mais ça, on va le démontrer. Donc finalement, que dit Euclide?
Il dit que si A il s'écrit BQ plus R, et vous remarquez que R, je ne le définis pas comme étant le reste de la division euclidienne de A par B, parce qu'en réalité, du moment où vous écrivez B fois quelque chose plus quelque chose, eh bien, ça va fonctionner, même si on n'est pas allé au bout de notre division et que R n'est pas le reste. C'est-à-dire, je précise, hein, si jamais ici, au lieu de dire 12 fois 10, j'avais dit 12 fois 9, et du coup il reste 14, qui n'est pas un vrai reste, donc, hein, puisque je peux encore en enlever, des 12, mais on aurait quand même pu dire, ah ben c'est le même que le PGCD entre 12 et 14. Voilà, ça a l'air bizarre comme ça, mais, mais ça fonctionne. Donc c'est pour ça que ici, j'ai pas spécialement défini R comme étant le reste de la division euclidienne. Après, évidemment, avec la division euclidienne, c'est le plus rapide qu'on ait. C'est pour ça qu'on préfère faire ça, mais vous allez voir pourquoi après. Hein. Donc, alors, PGCD entre A et B est égal au PGCD entre B et R. Voilà. Donc, en gros, ça va nous permettre de baisser les nombres qu'il y a dans le PGCD de façon assez rapide. On va voir que c'est rare qu'on ait plus de... Enfin oui, bon après c'est sûr, ça dépend des nombres qu'on vous met. Mais sur même des nombres à 4 chiffres, c'est rare qu'on ait plus de 6, 7, 8 étapes. On en a parfois beaucoup moins. En fait, ça dépend des nombres sur lesquels on tombe, si on a des cas particuliers ou pas. Mais en moyenne, quoi, disons. C'est pas si long que ça. Et je sais pas si vous voyez le truc, mais on peut voir ça comme un algorithme, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous faites une première division. Bon, là, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelque chose qui marchait bien. Mais imaginons que là, bon, c'est pas été si simple que ça. Je refais encore une division. Et en fait, ça va fonctionner. Puisque là, vous voyez, j'aurais écrit 12 égale 2 fois 6 plus 0. Ah, j'arrive à un reste nul. Bon, là, je ne peux plus faire le PGCD avec 0. Bon. Mais en revanche, du coup, comme 2 divise 12, c'est 2. Donc, en fait, on peut comme ça, faire en plusieurs étapes, arriver à la fin à un PGCD évident, entre guillemets, et du coup, on a fini. Alors, la démonstration. Bon, là, donc, on met un peu entre parenthèses toutes les applications que j'ai pu vous montrer jusque-là, et on va basculer sur tout ce qui est théorique. Donc, l'idée, c'est que je pars d'un... je vais l'écrire d'ailleurs, soit A, B et... oui, bon, A, B et Q, tel que A égale... Enfin... Oui, alors attendez. Soit A, B, Q et R, tel que... On va le faire comme ça. En fait, soit A, B, Q, on l'a déjà mis dans le lemme. Donc ceux-là, ils sont fixés. Bon, ok. Vu qu'on les a déjà définis, je vais juste mettre on suppose que A égale BQ plus R. Donc c'est justement ce qu'on dit dans le lemme. Très bien. Avec donc A, B et Q qui sont des entiers relatifs et R qui est celui qui va permettre l'égalité. C'est-à-dire que A, B et Q, on peut prendre n'importe quoi. Et le R, c'est celui qui va rétablir, qui va bien faire que BQ plus ce truc-là, ça soit bien égal à A. Très bien. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de montrer, donc pour montrer que ces deux PGCD sont les mêmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder les diviseurs de A et B d'un côté, communs, bien sûr. De l'autre côté, les diviseurs communs à B et R. Et en fait, on va montrer que l'ensemble des diviseurs communs à A et B est le même que l'ensemble des diviseurs communs à B et R. Et si les deux ensembles sont les mêmes, c'est qu'ils ont le même plus grand élément. Je précise aussi que chacun des deux ensembles est non vide, puisqu'il y a au moins un qui est un diviseur commun à tous les nombres entiers. 1 et moins 1 même, mais bon, si on regarde les positifs. Donc on se retrouvera avec deux ensembles non vides qui sont égaux, et donc forcément ils ont chacun un plus grand élément, et s'ils sont égaux, ils ont le même plus grand élément, donc on aura bien le même PGCD. Voilà. Donc on y va. Ce que je vais faire du coup, c'est que de façon générale, je vais prendre un nombre que je vais appeler D, et que je vais considérer comme étant un diviseur de A et B. Je sais qu'il existe, comme je le disais, puisqu'au pire, je peux prendre 1. Et je vais essayer de montrer que ce D-là, il est aussi diviseur de B et R. Si j'arrive à faire ça, du coup, j'aurais montré que si je prends un diviseur de l'ensemble des diviseurs de A et B, il est aussi dans l'autre ensemble, dans celui des diviseurs de B et R. Donc un ensemble est inclus dans l'autre. Et après, je le ferai dans l'autre sens, pour montrer qu'en fait, les deux ensembles sont inclus l'un dans l'autre et donc ils sont égaux.
Ah oui, j'ai pas mis ces diviseurs communs. Quand je dis diviseur de A et de B, bon, c'est que c'est commun, hein. Commun A et B d'ailleurs, on dit plutôt. Alors, ça veut dire que D divise A et D divise B. Ah, pardon, excusez-moi. A divise A, D divise A et D divise B. Alors, si vous le voulez bien, je vais juste brancher justement mon ordinateur. Ça serait quand même bête que ça s'arrête en plein milieu et que je doive tout recommencer. Donc, bon, je vais parler quand même en même temps, c'est pas un problème. Si D divise A et D divise B, on a notamment que D divise B fois Q. C'est-à-dire que bah, si diviser B, il va aussi diviser n'importe quel multiple de B. Donc, je peux l'écrire. D divise A et D divise B fois Q. Si D divise A et divise B fois Q, il va diviser la soustraction des deux, enfin la différence des deux. Attendez, excusez-moi, je mets la batterie. Voilà, on est bon. Voilà, donc D divise A moins B fois Q. Et en fait, A moins B fois Q, d'après ce qu'on avait écrit là, c'est R. Donc D divise R. Et si D divise R, eh bien, ça veut dire qu'il est bien un diviseur commun à B et R, puisqu'on sait déjà qu'il divise B. Donc D est un diviseur commun. Vous aurez remarqué que je n'ai pas laissé assez de place. Je le sais, et je suis la première punie. Je suis désolée. Donc à la limite, mettez une étoile et écrivez ailleurs, hein, c'est pas grave. Parce que j'ai pas fini, loin de là. Diviseur commun à B et R. Donc là, j'ai démontré que si j'ai un diviseur qui est commun à A et B, il est aussi commun à B et R. Maintenant, je vais le faire dans l'autre sens. Donc maintenant, je vais l'appeler D', puisque c'est pas forcément le même. Je vais prendre un diviseur commun à B et R cette fois. Et je vais montrer à l'inverse qu'il est aussi commun à A et B. Donc même principe, D' divise B et il divise R. Donc il divise aussi BQ et R, comme tout à l'heure. C'est D', pardon. Et donc s'il divise ces deux-là, il va diviser la somme des deux. Là, cette fois-ci, c'est la somme des deux parce que A, c'est la somme de BQ et de R. Hein. Donc il divise BQ plus R, c'est-à-dire A. Donc là, qu'est-ce que je viens de dire? Eh bien, D', qui était diviseur de A et de B, de B et de R, il divise aussi A. Donc il est aussi diviseur commun à A et B. Donc là, je peux dire donc D' est un diviseur commun à A et B. Et bien voilà, moi aussi, je vais continuer à côté. Désolée. Et donc, dernier point, c'est la conclusion. Là, je viens de montrer que si je prends un diviseur dans un ensemble, il est aussi dans l'autre. Et si je le prends dans l'autre, il est aussi dans l'un. Donc, ça veut dire que mes deux ensembles sont égaux. Ils ont exactement les mêmes éléments. Donc, conclusion, l'ensemble des diviseurs communs à A et B et l'ensemble des diviseurs communs à B et R sont égaux. Sont égaux. Donc si les deux ensembles sont égaux et non vides, ils ont chacun un plus grand élément et ces deux plus grands éléments sont les mêmes, puisque les ensembles sont les mêmes, donc ils contiennent la même chose. Par conséquent, donc sont égaux et non vides. Je dis non vides parce que si par hasard ils étaient vides, on ne pourrait pas dire qu'ils ont un plus grand élément, tout simplement. Et ils sont non vides parce qu'ils contiennent au moins un, tous les deux. Donc par conséquent, leurs plus grands éléments sont égaux aussi. Et leurs plus grands éléments, justement, comme ce sont les ensembles de diviseurs communs, le plus grand, c'est le plus grand diviseur commun. Donc c'est bien le PGCD. Du coup, pour le premier ensemble, c'est PGCD de AB. Et le deuxième, c'est PGCD de BR, qui sont donc égaux.
Voilà qui démontre donc le lemme d'Euclide et qui va nous permettre d'automatiser, de systématiser le calcul du PGCD. Et donc justement, on va appeler ça l'algorithme d'Euclide. Euclide, quand même, pour situer, hein, c'est moins 300 avant Jésus-Christ. Hein. Donc voilà, ça fait quand même longtemps qu'on a compris ce principe-là. Mais c'est vrai que les applications telles qu'elles nous sont très utiles aujourd'hui sont plutôt récentes quand même dans l'histoire des mathématiques. Alors, donc justement, l'algorithme d'Euclide, bon, il y a la version comme là je voulais reporter, je l'ai prise dans un bouquin tout simplement parce que je ne l'aurais pas forcément mieux présenté que ça. On vous met des lettres un peu de partout. Avant de vous présenter ça, je vais vous le faire sur un exemple. Un exemple peut-être un petit peu plus évolué que celui tout à l'heure. Je peux prendre par exemple, est-ce que j'en ai pas mis un en dessous? Oui, j'en avais mis un. Ouais. Oui, à la limite, je suis en train de me dire... Bon, non, je vais faire quand même un autre exemple avec vous, ça fera pas de mal. Et au moins, on en aura encore un après. Donc, un exemple, avant qu'on présente l'algorithme de façon généralisée, de façon formelle. Si je prends A qui vaut, je sais pas, je prends au hasard, donc je sais pas trop si je vais tomber sur quelque chose d'intéressant, mais c'est pas grave. Donc 998 allez, 354. Voilà, on va prendre ça. Donc 998 et 354. Donc je cherche le PGCD de ces deux-là. PGCD de 998 et 354. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut écrire l'un en utilisant l'autre, en gros. Donc comme je vous disais, le plus efficace, parce que c'est ce qui va faire baisser le plus vite les nombres, c'est carrément de faire la division euclidienne. Donc justement, eh bien c'est ce qu'on va faire. Donc 998, si je fais la division euclidienne, allez, je prends ma calculatrice, ça ne sera pas inutile. Donc il va me rentrer 2 fois, oui ça rentre que 2 fois 354, et il va rester, alors, 998 moins 2 fois 354, et on est à 290. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais pour les divisions euclidiennes successives? Parce que donc on va le faire plusieurs fois. Puisque là, qu'est-ce qu'on vient de dire en fait? De ça, on déduit que le PGCD qu'on recherche, c'est donc celui-là en fait, il est aussi égal à PGCD de 354 et 290. Oui, bon, sauf que 354 et 290, c'est pas encore de l'ordre de l'évidence. Donc je continue. Je fais ma division euclidienne, 354 par 290. Donc il rentre une fois 290. Et il va rester 64. Ah, ça commence à baisser. Donc là, ça veut dire que... Je ne sais pas pourquoi je vous mets des flèches, parce qu'à vrai dire, je mettrais des égales, ça serait très bien. Ça veut dire que ça revient à calculer le PGCD entre 290 et 64. Mais c'est toujours pas de l'ordre de l'évidence, donc je continue. 290, combien est de 64? Alors, 64, 4 fois. 4 fois 64, ça fait 256. Et donc, il reste 34. Donc, PGCD, on est ramené au PGCD entre 64 et 34. Ah, ça commence à être pas mal. Mais tant qu'on y est, hein, on continue. On imagine qu'on le fait faire à un ordinateur, donc bon là on galère un petit peu parfois quand c'est long, mais en tout cas on est en train de se rendre compte que c'est automatisé, donc on peut le faire faire à un ordinateur. Ça c'est intéressant, justement. Alors, donc 64 et 34, combien rentre de 34? Une fois en fait. Et il m'a resté 30. Donc je me retrouve avec PGCD. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai pris un très bon exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Au moins, vous voyez ce que ça donne. 34 et 30. Donc, je continue. 34, c'est 1 fois 30 plus 4. Ah, ça commence à être pas mal. PGCD de 30 et de 4. Allez, tant qu'à faire, on ne va pas y réfléchir 100 fois. On continue. Et j'arrive à PGCD donc de... j'ai dit 4. 4 et 2. Ah, là, c'est carrément intéressant, parce que 2 divise 4. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer si je continue? Je vais avoir 4 égale 2 fois 2 plus 0. Donc en fait, il y a un moment, et ça arrive
toujours, puisque justement, quand vous faites des divisions successives, il y a un moment où vous n'aurez plus, soit plus assez de dividendes pour avoir un reste... non, pardon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous aurez un nombre tellement petit qu'en fait, la division, oui, forcément, il n'y aura plus de reste, soit vous tombez justement comme là, ça c'est quand le PGCD vaut 1, ce que j'ai dit avant, soit ce sera comme là, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous tombez sur une division qui tombe juste, et puis paf, reste qui vaut 0. Voilà. Et donc à chaque fois, vous arrivez à un reste qui vaut 0. Et donc au final, on s'intéresse à la ligne d'avant, PGCD de 4 et 2. Ah bah oui, en effet, j'ai pas besoin d'aller chercher la ligne d'après que PGCD avec un 0 qui ferait bugger la chose. Je sais déjà que 2 divise 4, donc PGCD vaut 2. Point. Terminé. Donc au final, dans tout mon algorithme, ça là, ce qu'on appelle l'application de l'algorithme d'Euclide, où est-ce que je vais trouver le PGCD? Eh bien, c'est le dernier reste non nul, le dernier reste qui est différent de 0. Il est là, mon PGCD, entre 998 et 354. Voilà, donc vous avez plein de façons de le présenter. On peut le présenter comme ça. Et en fait, après, vous n'avez plus qu'à conclure donc le PGCD de machin, machin, c'est 2. Soit vous le présentez comme ça. Le mieux, c'est d'avoir les deux parce qu'au moins, on voit où vous avez pris vos valeurs. Mais bon, en même temps, si elles sont toutes correctes, c'est qu'a priori, vous avez dû comprendre quand même l'idée. Soit on peut aussi faire un tableau où justement, on va mettre A, B, Q, à la limite, on ne s'en sert pas, c'est plutôt le reste qui nous intéresse. Voilà. Et dans ce cas-là, on aura au début 998, 354. Qu'est-ce qui reste? 290. Et puis on glisse en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que lui, à chaque fois, il passe là et lui passe là. Par 290, il reste 64. Je rappelle que votre calculatrice a une fonction reste. Donc ça peut être intéressant là, plutôt que de tout calculer comme j'ai pu le faire moi. 34. Ensuite, 64 divisé par 34, il reste 30. 34 divisé par 30, il reste 4. 30 divisé par 4, il reste 2. 4 divisé par 2, 0. Donc pareil, PGCD ici, dernier reste non nul. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est une façon puissante de calculer un PGCD. Les ordinateurs sont tout à fait capables d'utiliser cet algorithme-là et de calculer le PGCD j'allais dire un millième de seconde, mais même plus rapide que ça. Donc c'est que voilà, on a bien un algorithme qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Et vous remarquez qu'à chaque fois, on ne fait pas des écritures au hasard, on fait bien la division euclidienne pour avoir justement le R le plus petit possible et avoir un algorithme le plus rapide possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu écrire des égalités sans que ce soit forcément une division euclidienne et avoir des étapes aussi, mais on aurait sûrement eu plus d'étapes. C'est ça la petite différence. Voilà, donc troisième rédaction. On est d'accord que sur ces trois rédactions-là, le raisonnement est strictement le même. C'est simplement une question de présentation. La plus complète, c'est la première, parce qu'on voit vraiment tout, on a même le quotient, dont finalement on ne se sert pas pour trouver le PGCD, mais c'est la plus complète. Mais ce n'est pas la plus claire. La plus claire, entre la 2 et la 3, je dirais que c'est quand même la deuxième, surtout qu'on utilise la notation de terminale. Et vous allez voir, après, en fait, on va beaucoup s'en servir de cette notation. Donc, voilà. Après, tout dépend de ce qu'on vous demande. Si on vous demande vraiment de tout détailler, vous utilisez la première rédaction. Donc, du coup, si j'en reviens à l'algorithme d'Euclide de façon formelle, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait, sauf que eux, ils ont mis des lettres. Donc, le A, le B, nous, c'était 998, 354. Et après, vous voyez, donc là, j'ai A et B. Et en fait, le premier reste, ils vont l'appeler R0. Voilà. Du coup, après, on fait B divisé par R0, on obtient R1. R0 divisé par R1, on obtient R2, etc. Et donc, il y a un moment, on arrive à ici Rn. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est bien ce qu'ils ont appelé, voilà. Donc, Rn, c'est ça. Et avec donc Rn plus 1 qui vaut 0. Et donc, en gros, nous, quand on programme ça, on lui dit, tu fais le calcul tant que Rn, tant que le reste est non nul. Et dès que le reste est nul, on sort de la boucle tant que, et on affiche en fait le dernier reste qui a été calculé, donc celui qui est encore en mémoire, et ici, ça serait 2. Voilà, et donc vous voyez qu'à chaque étape, ils font bien ce qu'on a dit, c'est-à-dire que du moment où ils ont la division euclidienne, hop, PGCD de AB devient PGCD de B et reste. Et après, on continue, etc. etc. Et donc, à la fin, justement, on obtient PGCD de Rn-1 Rn,
mais avec Rn qui divise Rn-1. Donc PGCD Rn. Voilà, donc en fait ça fait une suite de restes. C'est pour ça que c'est indicé avec 1, 2, 3 jusqu'à N1, parce qu'à chaque étape on a un nouveau reste. Ok, la propriété, bon, c'est ce qu'on a dit en gros, hein, et après on va en calculer encore un, et puis ce sera bon déjà pour ce début de chapitre. Lorsque B ne divise pas A, alors justement hein, j'ai précisé ça parce que si B divise A, on a un reste nul, et donc ça va être difficile d'appliquer justement le lemme d'Euclide, puisque je rappelle qu'on ne peut pas avoir 0 parmi les nombres qui sont dans un PGCD. Donc là, lorsque B ne divise pas A, ben, on fait l'algorithme qu'on a écrit au-dessus. Et qui va être le PGCD? C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça va être donc le dernier reste non nul. Donc le PGCD est égal au dernier reste non nul obtenu, donc non nul, obtenu par l'algorithme d'Euclide. Qu'on sache quand même d'où ça vient, cette histoire. Voilà. Et donc, ben on continue, on fait encore un exemple avec 1636 et 1128. Comment je vais le présenter? Allez, je vais faire le tableau. Donc A, B et le reste à chaque fois. Du coup, alors j'ai 1636 que je dois diviser par 1128. Il rentre une fois, il reste 508. Bon, allez, je vais faire la totale. Je vous écris les calculs à côté. Oula. Bon, oui, il n'est pas beau mon tableau, je sais. On va avoir quelques étapes, donc j'en prévois. Donc là, le calcul, c'est que 1636, c'est égal à 1 fois 1128 plus 508. Ensuite, je continue et du coup, je fais glisser ce que je vous disais. Donc j'ai 1128 divisé par 508. Ça rentre deux fois, il reste 112. Donc je vais avoir 1128 égale 2 fois 508 plus 112. Je continue. Donc 508 divisé par 112, ça rentre 4 fois et il reste 60. Ensuite, 112 avec 60, donc il reste 52 puisqu'il rentre qu'une fois, c'est ça. Donc 112 égale 1 fois 60 plus 52. Ensuite, on continue, 60 par 52, bon là clairement il rentre une fois et il reste 8, donc 60 égale 1 fois 52 plus 8. On continue, 52 et 8. Donc vous voyez, c'est un petit peu long, mais enfin ça n'a rien de... Je pense que tout le monde est capable de le faire, hein. Donc 52 et 8, ça rentre 6 fois, il reste 4 du coup. Donc 52, c'est 6 fois 8 plus 4. Ensuite, 8 et 4, 0. Voilà. Parce que 8, c'est 4 fois 2, plus 0. Donc, on a dit PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc, il est là. PGCD de 1636 et 1128 égale 4. Ce qui n'est pas une évidence en soi, hein. Et si je l'écris donc avec les PGCD successifs, donc en fait, il faudrait dire que PGCD de 1636 et 1128, c'est égal au PGCD de 1128, 508. En fait, à chaque fois, vous prenez les deux premières colonnes, hein, qui est égal au PGCD de 508 avec 112, qui est égal au PGCD de 112 avec 60, est égal au PGCD de 60 et 52, bon, etc. PGCD de 52 et 8, PGCD de 8 et 4, et donc voilà, on tombe sur 4 qui divise 8, donc ça fait 4. Donc ça, c'est l'autre façon. Encore une fois, je n'attends pas forcément tout ça, hein. Vous choisissez une rédaction, déjà c'est bien. Mais voilà, ne les mélangez pas, juste utilisez-la bien. Mais sinon, pour l'instant, je n'ai pas plus d'exigences que ça. Si déjà vous m'en faites une très bien, ça me va.
Après, vous verrez qu'en fait, celle-là, de toute façon, je serai obligée de l'exiger, enfin obligée presque, disons, parce qu'on va faire des exercices où on va le présenter comme ça naturellement. Donc, bon, autant la comprendre hein, quand même tout de suite. Voilà donc pour cette partie de cours. Et du coup, ben, je vous engage à faire les petits exercices qui allaient avec. Vous allez voir, hein, la plupart sont très abordables, donc ça devrait aller. Et ceux avec les lettres, essayez quand même parce qu'en fait c'est assez simple, mais pour ceux qui ont du mal, bah, évidemment, vous irez voir les corrections et je vous conseillerais d'en écouter un et après d'essayer tout seul les autres, comme on a fait en classe avec ceux que j'ai eu en présentiel là-dessus. Parce qu'en fait, bon, du moment où vous en avez vu un, ils ont très bien compris le principe et donc les autres ont roulé assez bien, quoi. Voilà. Donc je vous conseille de faire pareil, au moins bah, vous avez cette autonomie va vous permettre de retenir aussi et de bien comprendre clairement tout ça. Voilà, bon, ben, bon courage justement pour ce petit entraînement, mais je pense que ça va aller, je suis assez confiante. Et ben, donc à très bientôt pour la suite. À bientôt, merci.